Monsieur le ministre de l'Intérieur, je suis très heureux, au nom de l'Institut français de sécurité civile, et je crois au nom de l'ensemble des participants à ces premières rencontres parlementaires de la sécurité civile, de vous accueillir dans cette instance. Face au défi d'un monde globalisé, quelle réponse de sécurité civile? Tel est aujourd'hui le thème retenu pour cette journée, et c'est un thème qui a été traité ce matin, qu'il le sera encore cet après-midi, autour de plusieurs tables rondes. Tout d'abord, un débat sur les concepts, sécurité civile, sécurité intérieure, quelle place dans la sécurité nationale, et surtout quel positionnement pour la sécurité civile. Ensuite, quelle coopération dans la chaîne de commandement entre différents acteurs. À l'instant, un thème sur le choc de simplification. Est-ce une menace pour la compétitivité globale et quel enjeu pour la sécurité civile? Cet après-midi, nous poursuivrons avec deux volets essentiellement consacrés à la prévention. Le premier, auprès du grand public, sur la culture de sécurité civile, la culture de la prévention des risques. Et le deuxième, autour de la prise en compte de l'évolution des risques, notamment en matière climatologique, et sur la façon dont on doit repenser la réponse opérationnelle. IFRASEC, Institut français de sécurité civile, remplit là l'objectif qu'il s'est donné lors de sa création en 2013, décloisonner, partager, se projeter dans l'avenir. IFRASEC est un outil au service de tous les acteurs de la sécurité civile, qu'ils soient institutionnels, que ce soit l'ensemble des services publics, que ce soit les acteurs associatifs, mais aussi les acteurs industriels. Voilà pourquoi, Monsieur le Ministre, voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin, en clôture de cette première matinée, tout simplement parce qu'au-delà du plaisir de vous entendre, je rappellerai qu'au gouvernement, vous êtes le garant de la politique publique de sécurité civile et à ce titre, nous sommes très contents de pouvoir vous écouter, de pouvoir vous entendre sur les enjeux majeurs de cette politique de sécurité civile que vous portez au plus près de l'État. Mesdames et messieurs les députés, cher Jean-Paul Baquet, président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Ces derniers mois, notre pays a dû affronter plusieurs situations de crise, de nature certes différente, mais qui ont à chaque fois mobilisé l'ensemble des forces qui garantissent la sécurité et la protection de nos concitoyens. Je pense bien entendu, parce que ces événements m'ont particulièrement bouleversé, aux attentats du mois de janvier. Je pense aussi, dans un autre registre, aux graves inondations de l'automne dernier, au cours desquelles 19 personnes ont perdu la vie. Je pense aussi au crash du 24 mars dans les Alpes de Haute-Provence de l'Airbus de la compagnie Germanwings qui a causé la mort de 150 personnes et plongé dans un deuil cruel tant de familles. À chaque fois, pour chacun de ces événements dramatiques, le ministère de l'Intérieur a été en première ligne et j'espère qu'il a su faire face. Parce que lorsque survient la crise, que celle-ci bouleverse le fonctionnement normal de la société, le ministère de l'Intérieur garantit et incarne la continuité de l'État. Dans les pires moments, les Français savent qu'ils peuvent compter sur les femmes et les hommes, acteurs du secours et de la sécurité, pour tenir bon, pour se mobiliser, avec à la fois rigueur et sang-froid, avec un seul et unique souci,
celui de la protection. La crise, c'est pour nous tous qui nous mobilisons pour la sécurité civile, un état d'exception. Quelle que soit la nature de la crise, elle affecte les équilibres sur lesquels toute société repose. Équilibres sociaux, institutionnels, politiques, économiques et psychologiques. Chacun d'entre nous est alors obligé de réagir vite et de s'adapter. Les crises sont toujours des moments de vérité, des moments, pour reprendre l'expression de Balzac, où un peuple se brise ou bien se bronze. Les crises éprouvent nos vertus, ainsi que les valeurs auxquelles nous croyons. Sans doute nous révèlent-elles à nous-mêmes. Et je ne crois pas me tromper en affirmant devant vous que les épreuves exceptionnelles que nous venons de traverser, en janvier comme en mars, ont montré une fois de plus à quel point le peuple français était un grand peuple, uni et capable d'une solidarité exceptionnelle dans l'adversité. Je veux croire que de telles épreuves nous ont rendus plus forts, plus soudés que nous ne l'étions avant que ces épreuves n'adviennent. Les risques auxquels nous devons aujourd'hui faire face sont multiples. Ils prennent des formes jusqu'alors inédites, sécuritaires, je pense bien entendu à la menace terroriste, climatique, sismique, environnementaux, sanitaires ou encore technologiques. Ces crises, nous avons le devoir de les prévenir, d'éviter qu'elles ne surviennent ou bien d'en limiter les effets. Nous devons également nous préparer à les gérer pour porter secours à ceux qui en sont victimes et créer les conditions d'un retour aussi rapide que possible à des conditions normales. Toutes ces crises ont par ailleurs un point commun entre elles. Elles présentent très souvent un caractère global. C'est d'ailleurs l'un des aspects importants sur lequel vous avez voulu insister en consacrant les premières rencontres parlementaires de la sécurité civile aux réponses que cette dernière peut apporter face aux crises, face aux menaces de tous ordres, dans un monde de plus en plus globalisé. Je veux remercier très sincèrement Éric Faure de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui à l'occasion de ces rencontres inédites organisées à l'initiative de l'IFRASEC avec le partenariat de la Fédération française des métiers de l'industrie, dont je remercie aussi le président Régis Cousin. Je tiens également à saluer les parlementaires ici présents, et en particulier, pour des raisons, pardonnez-moi de les évoquer ici, qui tiennent à l'amitié, je veux saluer Jean-Paul Baquet, qui est, on peut le dire, un véritable spécialiste, passionné des questions de sécurité civile, lui qui a été pendant très longtemps président du SDIS du Puy-de-Dôme, et qui préside aujourd'hui avec beaucoup d'engagement et de talent, et c'est pour moi extrêmement précieux que de l'avoir à mes côtés, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Ce caractère global que j'évoquais à l'instant et sur lequel vous avez tenu à insister à juste titre peut s'appréhender de deux façons, me semble-t-il. Tout d'abord, vous faites référence à la dimension de plus en plus internationale des crises auxquelles nous devons faire face, et donc aussi des réponses que nous devons apporter à ces crises. Cette globalisation des risques s'explique aisément par l'ampleur de ces derniers, qu'ils soient naturels ou parfois technologiques. Les catastrophes ne s'arrêtent jamais aux frontières, nous le savons tous, contrairement à ce que croyait le professeur Pellerin. La mondialisation des échanges et le développement de la mobilité internationale amplifient considérablement le phénomène. C'est par ailleurs notre modèle de sécurité civile qui se veut global puisqu'il intègre et fédère des acteurs d'horizons et de statuts variés et repose sur la responsabilité partagée de l'État et des élus afin d'apporter en situation de crise la réponse la plus efficace, la plus complète, mais aussi la plus cohérente possible. Il me semble, de ce point de vue, que la catastrophe de la Germanwings est exemplaire de cette double dimension. Bien sûr, par son caractère international et diplomatique, les victimes de cette catastrophe aérienne étant issues de 19 nationalités différentes, mais aussi par l'engagement admirable que je veux saluer ici, des services de sécurité et de secours, des élus, des populations de la région, qui se sont tous mobilisés avec une force et une générosité absolument exceptionnelles qui, une fois encore,
m'a profondément ému à l'occasion de cet événement dramatique. Personne, et vous le savez mieux que quiconque, personne n'est jamais prêt à faire face à de tels événements. Et pourtant, dans les Alpes de Haute-Provence, dans une dynamique exceptionnelle, avec une générosité admirable, la solidarité s'est organisée. Celle de toute une région et, une fois de plus, celle de tout un pays. À cette occasion, notre modèle de sécurité civile a éprouvé sa solidité. Solidité que l'on constate aussi au quotidien et non seulement dans les crises. Si nous sommes efficaces face à l'exceptionnel, c'est d'abord parce que nous le sommes face à l'ordinaire. Parce que nous travaillons, nous réfléchissons, nous nous préparons et nous nous formons ensemble au quotidien. C'est ainsi, grâce à cette culture commune qui nous unit les uns aux autres, que nous sommes en situation, avec une grande réactivité, d'affronter les situations les plus difficiles. À cet égard, je veux bien sûr rendre hommage aux 245 000 sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, personnels administratifs et techniques, qui assurent à titre principal les missions de sécurité civile. Le système français de services d'incendie et de secours a ainsi plus d'une fois prouvé son efficacité et sa pertinence. Mais si les sapeurs-pompiers sont au cœur de notre modèle de sécurité civile en cas de crise, chacun le sait, ils n'agissent pas seuls. Je veux rendre aussi hommage aux forces de l'ordre qui sont placées sous ma responsabilité, aux services de police, aux services de gendarmerie, mais également aux bénévoles des associations agréées de sécurité civile qui participent des dispositifs préventifs ou des dispositifs de gestion de crise dans le cadre fixé et précisé par la loi du 13 août 2004. Je veux ici saluer leurs représentants et à travers eux les dizaines de milliers de citoyens qui ont fait le choix désintéressé de s'engager. Ce modèle français, nous devons le consolider. Tel a été le sens de la démarche engagée en matière de secours aux personnes dans le cadre des orientations fixées par le Président de la République en octobre 2013. Pour consolider et développer notre modèle de sécurité civile, il est aujourd'hui indispensable que l'État, avec ses partenaires, porte des ambitions à la mesure des enjeux auxquels nous devons faire face. À mes yeux, ces ambitions, très précisément, sont au nombre de 4. Il faut d'abord valoriser la richesse humaine que représente la sécurité civile. Il n'est pas de plus grande richesse que celle des compétences humaines. Il nous faut ensuite mieux anticiper les risques. Il nous faut développer la prévention. Enfin, il nous faut, et c'est le 4e objectif, former les populations. Valoriser la richesse humaine que représente la société civile tout d'abord. Les femmes et les hommes qui sont et qui font la sécurité civile en France constituent, je le redis, un formidable vivier de talents et de compétences. Cette richesse, il est de notre devoir de l'entretenir, il est de notre rôle de la mettre ensemble en valeur. Notre pays peut en effet compter sur près de 245 000 pompiers professionnels et volontaires, civils ou militaires, et sur 190 000 bénévoles d'associations agréées de protection civile. C'est là, pour la France, une particularité, une singularité de son modèle, en même temps, mesdames et messieurs, que cela est une force absolument considérable qui nous distingue au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est près de 200 000 pompiers volontaires qui s'engagent sur leur temps libre ou sur leur temps professionnel. 50 000 d'entre eux, et ce n'est pas la moindre des richesses, ont moins de 25 ans, sans compter les 30 000 jeunes sapeurs-pompiers. Un tel engagement ne va pas sans difficulté, il est parfois peu conciliable avec les contraintes de la vie personnelle et professionnelle, ce qui ne peut d'ailleurs manquer de lui donner encore plus de valeur et de prix. C'est la raison pour laquelle le président de la République a fixé un objectif clair, revenir au moins au seuil symbolique de 200 000 volontaires et promouvoir le volontariat. C'est un sujet sur lequel le président Baquet et le président Faure ne manquent d'appeler mon attention à chacune de nos rencontres.
comme s'ils avaient peur qu'oublieux des engagements du président de la République, je parvienne par la force de l'actualité à prendre de la distance par rapport à ces engagements, en oubliant par là même ce que j'ai pu prendre devant leurs instances. Je veux les rassurer, les ministres qui oublient les engagements du président de la République ont peu de chances de rester ministres longtemps. Et par ailleurs, par-delà cette considération, qui ne me concerne que moi, compte tenu de la charge d'engagement que cela représente, de la générosité bénévole qu'il y a derrière cet engagement, je considérerais comme éthiquement et politiquement assez peu convenable de ne pas veiller au respect de ces engagements, et ce, de manière extrêmement scrupuleuse. Par ailleurs, je sais qu'il y a un congrès à Agen, après le congrès qui s'est tenu en Avignon, de la Fédération des sapeurs-pompiers volontaires. Comme j'ai pris des engagements à l'occasion du congrès d'Avignon, si j'arrivais au congrès d'Agen sans être capable de dresser le bilan de la réalisation des engagements que j'ai pris, je ne serais pas en situation de goûter autant au plaisir de la gastronomie à Agen que si je venais en ayant la tranquillité d'esprit de celui qui a rempli son métier. Je multiplie les garanties devant vous pour bien vous indiquer la détermination qui est la mienne. Et comme la détermination ne suffit pas s'il n'y a pas des preuves de détermination, je voudrais entrer un peu dans le détail des sujets sur lesquels les engagements ont été pris et sur lesquels les dossiers avancent. D'abord, il y a une question absolument essentielle qui est celle des conditions de logement des sapeurs-pompiers volontaires pour ceux d'entre eux qui bénéficient des conditions de rémunération les plus modestes. J'ai indiqué au président Faure que nous travaillons en liaison avec le ministère du Logement de manière à déterminer un dispositif conventionnel qui garantisse l'accès au logement de ces jeunes sapeurs-pompiers volontaires notamment. Je veux rappeler au directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise que sur ce sujet-là, nous avons une obligation de résultat, et en même temps que je fais sur lui cette amicale pression, le remercier pour le travail fait afin que le résultat soit atteint, puisque nous travaillons en continu avec le ministère du Logement, que les conventions sont en cours de préparation et que nous sommes en situation de les signer. Par ailleurs, le président Faure insiste souvent avec le président Baquet sur la nécessaire compatibilité entre la vie professionnelle et l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui signifie très concrètement qu'il faut parvenir à signer avec le monde de l'entreprise un maximum de conventions par lesquelles le monde de l'entreprise s'engage à laisser suffisamment de temps ou à créer les conditions d'un aménagement du temps suffisamment souple pour permettre cet engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Là aussi, des conventions ont été signées, d'autres le seront, et cela contribue utilement à faire avancer la cause. Nous avons décidé d'engager une action absolument massive de communication à destination des jeunes pour les inciter à cet engagement, chez les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi au sein des associations qui concourent à des actions de sécurité et de protection civile. J'ai d'ailleurs reçu hier le président de la Croix-Rouge française, avec lequel ces sujets ont été évoqués. Et je veux dire la détermination qui est la mienne, en liaison avec le ministre de l'Éducation nationale, mais également avec les élus et grandes associations d'élus des collectivités locales, à faire en sorte que la communication, ou la campagne de communication autour du slogan « Sapeurs plus volontaires également aussi », de se développer pour atteindre le but, mais de faire en sorte aussi que les dispositifs de service civique, d'engagement citoyen de nos jeunes, souhaités par le président de la République, soient fortement promus auprès de ces jeunes que nous souhaitons voir s'engager dans ces organisations que vous représentez toutes et toutes avec beaucoup de volonté et de générosité. La deuxième grande ambition qui doit nous animer consiste en l'amélioration de nos capacités d'anticipation des crises et des risques. Pour être toujours prêt à réagir dans l'urgence, nous devons développer notre force d'analyse prospective des risques. C'est là un enjeu considérable de politique publique auquel je suis particulièrement attaché. Notre politique de sécurité civile doit prendre en compte les évolutions de la société. C'est précisément parce que le ministère de l'Intérieur est souvent confronté à l'urgence qu'il doit sans cesse chercher à inscrire son action dans le temps long de la réflexion, dans une dimension prospective de cette réflexion. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité renforcer au sein du ministère
cette fonction de prospective. C'est d'ailleurs pour la même raison que nous devons être particulièrement attentifs aux travaux des missions parlementaires, comme aux travaux universitaires et à ceux de l'ensemble des groupes de réflexion, des think tanks qui, sur ces sujets, développent des orientations et des propositions utiles. Les dispositifs de formation des acteurs de la sécurité civile doivent bien entendu intégrer cette dimension, et à cet égard, l'IFRASEC joue un rôle important pour enrichir notre réflexion collective. Par ailleurs, pour mieux répondre aux crises, nous devons organiser au préalable de façon plus efficace nos modes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre. C'est là le rôle, je dirais, régalien de l'État. Sans remettre en cause le caractère départemental des SDIS, il est, je crois, nécessaire d'approfondir les mutualisations et les coordinations opérationnelles. La politique de sécurité publique de l'État, et je le dis sans jacobinisme, mais avec lucidité et sens de l'État, ne peut pas signifier la juxtaposition des politiques des SDIS en France. L'État a un rôle stratégique à jouer. Il ne doit pas le jouer dans le mépris des règles de la décentralisation. Il doit encore moins le jouer dans l'ignorance de ce que font les collectivités territoriales lorsqu'elles s'équipent et lorsqu'elles investissent, mais il doit le faire en jouant son rôle d'ensemblier et de stratège, pour plusieurs raisons sur lesquelles je veux m'exprimer devant vous. La première raison, c'est que nous sommes dans un contexte où l'argent public est rare. Et que, dans ce contexte où l'argent public est rare, nous devons raisonner sur la dépense publique de façon globale. Je me souviens, bien qu'étant désormais à la tête d'un ministère dépensier, avoir été ministre du budget, et quand on est attaché au sens de l'État, on ne se met pas, sous prétexte qu'on est à la tête d'un ministère dépensier, à oublier toute considération concernant le redressement des comptes publics. Et par conséquent, permettre à l'État de jouer son rôle de stratège, c'est conduire l'État à faire en sorte que le niveau d'équipement dont le pays se dote pour faire face aux risques, et c'est un élément de la réflexion prospective, ne conduise pas à des niveaux de suréquipement, parce que l'efficacité des politiques publiques que nous menons en la matière ne se résume pas au nombre de camions que l'on fait défiler sur les territoires à l'occasion du 14 juillet. Même si cet événement est important, ayant contribué moi-même pour avoir été maire d'une ville pendant 24 ans et m'être réjoui de ces moments où nous montrons aux habitants de nos villes et de nos territoires ce que nous sommes capables de faire avec ce que nous avons acquis. Mais parce que l'argent public est rare, nous devons procéder à ces mutualisations et définir le meilleur niveau d'équipement. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que l'on fasse converger à la faveur de la réforme territoriale les nouvelles grandes régions avec les zones de défense. Parce que je pense que cette convergence est une excellente manière d'aboutir à la mutualisation dans le dialogue avec les territoires et les collectivités locales à cet objectif. Par ailleurs, parce que tout n'est pas question d'argent public, je pense aussi qu'il est important que nous puissions valoriser à l'extérieur le modèle français de sécurité civile. J'ai été, mesdames et messieurs, particulièrement fier des retours qui m'ont été donnés par nos partenaires européens, des missions dans lesquelles la sécurité civile française s'est engagée à la faveur de grandes catastrophes naturelles par-delà les frontières de la France. Des retours qui m'ont été donnés de mes partenaires suédois ou de mes partenaires d'Europe de l'Est après que vous êtes intervenus dans des conditions difficiles, ce fut le cas aussi en Grèce, à témoigner du haut niveau de compétences dont nous sommes capables collectivement. Et par conséquent, dans un monde où les enjeux climatiques et environnementaux présentent des crises soudaines qui nous obligent à une réactivité immédiate, à une capacité de coordination et de pilotage exceptionnelle, je considère que sur ce sujet aussi, l'État doit jouer son rôle de stratège et être capable en Europe de projeter des moyens et de montrer, parce que c'est l'image de la France qui est en cause et en jeu, ce dont nous sommes capables en raison des compétences que nous avons acquises. C'est là une dimension importante de notre action que celle de l'efficacité des dispositifs que nous mobilisons avec d'autres face aux grands enjeux environnementaux et climatiques. Cela nous oblige à projeter des forces en Europe
et cela nous oblige à jouer notre rôle d'État stratège. Je souhaite également que nous puissions développer des actions de prévention pour mieux réduire en amont l'exposition aux risques. C'est vrai en matière d'urbanisme, la mémoire des hommes fait souvent défaut, et la volonté légitime de développer les territoires peut parfois se heurter à des enjeux de sécurité. Je n'évoquerai pas l'ensemble des exemples tragiques en la matière. Je n'ignore pas non plus que la prescription de mesures contraignantes à travers des plans de prévention des risques, notamment, peut susciter parfois des discussions complexes avec les élus. Cependant, il faut bien constater que là où ces mesures ont été appliquées à temps, moins de morts ont été à déplorer, en cas de catastrophe climatique notamment. Ce qui est vrai pour l'urbanisme est également en matière de risque incendie et panique dans les établissements recevant du public. Nous disposons aujourd'hui d'une réglementation efficace qui a permis de réduire de façon significative les accidents. Une vraie culture de sécurité s'est développée, qui se nourrit d'échanges constants entre les élus, les services de l'État, les préventionnistes, les industriels, les exploitants. Nous devons continuer à progresser en ce sens. Et vous saluiez tout à l'heure, Monsieur le Président Faure, l'excellence du réseau de nos industriels, qui représentent des milliers d'emplois en France et un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros, toute activité confondue. Il faut que nous soyons capables, c'est aussi cela la possibilité de faire de la croissance et du développement territorial, de valoriser autour de ces enjeux l'excellence de ce tissu industriel. Enfin, la quatrième ambition qui doit nous guider concerne la formation des Français aux risques auxquels ils sont susceptibles d'être confrontés. Certains risques sont impossibles à éliminer totalement, le risque zéro n'existe pas, on ne peut que les réduire. Par conséquent, il est essentiel de préparer nos concitoyens à tous les âges de la vie à affronter des situations, il faut les former au comportement qui sauve. Se préparer ne signifie pas vouloir tout prévoir et encore moins tout planifier. C'est avant tout se préparer à être surpris qu'il faut enseigner. De ce point de vue-là, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile affichait un objectif extraordinairement ambitieux, faire de la sécurité civile l'affaire de tous. Soyons honnêtes, nous n'avons pas encore atteint ensemble cet objectif. C'est vrai en matière de formation aux premiers secours, je sais que les parlementaires y sont très attentifs, c'est vrai en matière de sensibilisation aux risques, mais nous avons, sur tous ces sujets-là, des progrès à faire et une détermination à les accomplir. À cet égard, la campagne d'information et de sensibilisation que la ministre du Logement, Sylvia Pinel, et le président Faure et moi-même avons lancée en février dernier, constitue d'ores et déjà une étape intéressante. Les acteurs de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les associations agréées de sécurité civile, disposent sur ces sujets d'une expertise incontournable. Et si j'insiste tant sur cette question, c'est que je suis convaincu que l'efficacité des services de secours dépend largement de la capacité de chacun à adopter les bons comportements. Je prendrai d'ailleurs dans ces matières, au cours des prochaines semaines, plusieurs initiatives avec d'autres collègues du gouvernement pour impulser une nouvelle dynamique à laquelle seront associés les élus et bien entendu la société civile. Je voudrais conclure sur des considérations qui ne sont pas sans lien avec les sujets dont vous avez à traiter et qui sont au cœur des préoccupations que doit avoir un ministre de l'Intérieur dans le contexte particulier que nous traversons. Chaque matin où je prends mes fonctions, je ne sais si l'agenda du jour sera conforme à celui qu'on m'a proposé. Et chaque jour, je sais que des événements interviendront au sein du pays, ou parfois même par-delà ses frontières, qui obligeront à ce que des actions soient initiées et que des initiatives soient prises. Et je voudrais conclure autour de quelques concepts simples, clairs, qui constituent pour moi la boussole. D'abord, le sens de l'État. Dans un pays qui perd des repères, qui parfois tâtonne, faute de se souvenir des valeurs qui inspirent la République, dans un pays où il arrive souvent, trop souvent, je le dis régulièrement à mon ami Jean-Paul Baquet, que la politique s'abaisse en considération exclusivement médiatique, comme si 3 lignes dans un journal valaient la défense des principes de la République et de l'État. Cette obsession narcissique de la politique,
qui fait que lorsqu'on y est engagé, parfois, pour être sûr de passer à la télévision, on est prêt à parler aux caméras de surveillance de son parking. Tout cela procède d'un abaissement et d'une conception de la vie publique qui ne peut pas inspirer, dans le contexte de risque auquel nous sommes confrontés, ceux qui ont des responsabilités dans l'État et qui ne peuvent agir efficacement qu'en ayant la passion profonde de l'État. Et lorsque les événements tragiques de janvier sont survenus, lorsque nous nous sommes retrouvés dans les Alpes de Haute-Provence face à un spectacle d'une immense tristesse et qui suscitait dans tous les regards un incommensurable chagrin, il n'y avait qu'une base à laquelle nous adosser. C'était le sens de l'État. Et si on pouvait parfois, par faiblesse, par manquement, par facilité, oublier ce qu'il est, il n'est qu'à voir ceux qui s'y donnent et qui sur les territoires l'incarnent. Moi, je n'oublierai jamais, jamais, la mobilisation des gendarmes et des pompiers sur le théâtre du crash où n'existait que la désolation et l'horreur, pour la sécurisation du lieu de l'enquête, et surtout pour récupérer l'ensemble des éléments qui pouvaient permettre d'apporter non pas un réconfort, mais un début de réponse aux familles qui étaient dans un deuil sans fond. Je n'oublierai jamais non plus le regard et le visage des policiers du commissariat du 11e arrondissement, quelques heures après que leur camarade Ahmed Merabé avait été tué à bout portant par les frères Kouachi. Eh bien, vous êtes de ces acteurs. Lorsque vous êtes engagés dans la crise, que vous voyez les drames, que vous voyez la force des éléments face à la vulnérabilité de l'humanité, vous êtes dans cette exigence, dans cette générosité, dans cette excellence qui implique que dans l'État, lorsqu'on est en charge de diriger ou d'impulser les politiques publiques vous concernant, on n'est que cette seule et unique boussole, celle du sens de l'État, qui doit nous conduire à résister à toutes les facilités, à tous les vacarmes médiatiques, à tous les amalgames, à tous les emportements que ces espaces médiatiques permettent aujourd'hui, et qui nous éloigne de l'exigence de rigueur intellectuelle, qui est aussi une condition de l'exercice de l'État. Et si j'ai tenu à venir passer ce moment avec vous, c'est parce que lorsqu'il y a parfois des moments de doute ou d'interrogation sur la possibilité de faire passer ces messages dans un monde où tout n'est que vacarme, c'est auprès de vous, en raison de votre engagement, que je viens puiser la force d'y croire et d'agir. Merci à tous pour ce que vous êtes. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.